Coucou les petites étoiles, bonne fête à tous, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes, que cette année 2023 part de très bons pieds et du coup je reviens aujourd'hui pour vous présenter mon top 10 de 2022 puisque j'ai un petit peu de mal avec les années et là on est déjà en 2023, ça passe extrêmement vite, donc allez hop, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Je vais pas vous le cacher, mon année 2022 avait commencé avec le Covid, donc je l'ai eu fin janvier je crois à peu près et du coup je m'étais dit si je lis cette bricasse, donc La passeuse de mots tome 1, écrit par Alric et Jennifer Twice et édité chez Hachette Roman. Avant de continuer, je voudrais quand même m'excuser parce que la qualité vidéo est affreuse. Nous sommes en hiver et du coup la lumière artificielle rend affreux toutes mes vidéos, tout ce que je fais. Je vais vraiment essayer de faire ça pas durant la journée, mais c'est un peu compliqué, que ce soit par les cours, bon là en ce moment j'en ai pas, mais j'ai des choses à faire, donc du coup c'est un peu compliqué. Mais vraiment j'aime pas du tout le rendu, mais en fait c'est que j'ai pas d'autre temps pour vous tourner des vidéos et c'est pas l'appareil là pour le coup le problème, donc je ne sais comment faire. Si vous avez une astuce, n'hésitez pas à me la dire. Du coup pour en revenir à cette bricasse énormissime, et bien tout simplement ce fut mon premier coup de cœur de l'année. Donc du coup dans cette histoire on suit Aria, une jeune fille qui évolue dans la ville d'Hélios. Elle est fille d'ouvriers et de boulangères pâtissières qui fournissent le roi au château. Sauf qu'un jour une attaque va avoir lieu et Aria va se retrouver en fuite loin de sa famille et elle va partir dans la forêt. Dans cette forêt elle va rencontrer une personne, quelque chose qui va lui dire tu es la nouvelle passeuse de mots. Et à partir de ça une longue et périlleuse quête va amener Aria à découvrir les mots, à s'en imprégner, etc. Elle va être accompagnée de 3 garçons, 3 hommes plutôt devrais-je dire, et cela va vraiment être une quête initiatique pour Aria et ses hommes. Bon, comme vous avez pu voir mon amour pour ce roman, et bien tout simplement j'ai adoré, c'était vraiment waouh, un voyage fantastique. Heureusement que j'étais confinée chez moi pendant une semaine parce que vu la bricasse et vu comment j'ai du mal à avaler d'aussi gros bébés, je vais pas vous cacher que j'étais très contente de pouvoir le lire chez moi et du coup aussi en e-book. C'est aussi pour ça que je l'ai rapidement lu, je devrais dire, parce qu'une semaine ça va. Mais il est énorme. Enfin, comment vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Pour vous dire précisément, il fait plus de 730 pages. Donc pour moi c'est déjà beaucoup. De plus ça m'aidait pas du tout, mais la pagination est... Oh là là, je suis désolée pour la qualité, mais la pagination est affreuse parce que comme vous pouvez le voir en fait il y a quasiment pas de marge là sur tous les côtés. En fait là ça va vraiment jusqu'à l'intérieur, jusqu'en bas, tout partout. Donc comment vous dire que c'est très compliqué pour le lire. Malgré tout ça j'ai vraiment adoré. Le personnage d'Aria est tellement... je sais pas comment vous expliquer, elle me ressemble tellement que je pense que je me suis énormément identifiée à elle et tout son voyage est tellement périlleux et tellement aventureux. Je sais pas trop si ce que je raconte c'est très clair, mais vraiment j'ai adoré pouvoir la suivre à travers sa quête avec ces jeunes hommes, avec Killian. Voilà, je pense qu'à force je peux vous en parler, vous connaissez sûrement Killian et en plus de ça les auteurs sont tout simplement adorables, vraiment je les aime de tout mon cœur, ils sont... Ah, je ne saurais comment vous dire, mais il y a quelque chose qui fait que je les comprends. Et je comprends ce qu'ils écrivent et ils me touchent énormément par leurs mots, hein, comme la passeuse de mots. J'ai eu ma petite dédicace par rapport au tome 1. J'ai aussi les 2 autres tomes de dédicacés. Voilà, parce que du coup, j'ai aussi les 2 autres tomes de dédicacés parce que j'avoue que dès qu'ils sont en dédicace, je fonce tête baisse. Donc, allez hop, c'est parti. En plus de ça, l'univers est extrêmement riche, bien construit, détaillé. Alors ça, pour du détail, je vais pas vous le cacher que vous en avez beaucoup. Et la fin... Mais comment vous dire, pépitas de pépitas, j'ai quand même... Je crois que j'ai pleuré dans ma lecture. Je ne suis pas sûre à 100%. Mais il m'a vraiment touchée profondément. C'était très beau, c'était poétique, c'était... Waouh, c'est pas vraiment un mot, mais je pense que c'est vraiment ce que j'en retiens de cette lecture. Au cas où vous l'avez pas compris, je vous le recommande à 100%. Mais bon courage pour les bricasses, et je vous conseille de le lire en e-book, ça passe beaucoup mieux, même si l'objet livre et la caméra ne rend pas du tout justice, mais il est magnifique. Voilà, j'adore. En février, j'ai eu mon 2e coup de cœur et c'est mon copain qui me l'a offert. Il s'agit de Leur sang coule dans tes veines, le tome 1, écrit par Rachel Burge et édité chez Casterman. Du coup, là, je vous présente celui-ci que j'ai vraiment, mais littéralement dévoré. Enfin, il est tout petit, il est trop bien, il est incroyable. Vraiment, je sais pas pourquoi. J'ai été autant attirée, autant
émerveillée par ce roman qui est beaucoup, c'est un peu l'objet du bouquin, mais qui est teinté de mythologie nordique. Et vraiment le personnage de Martha comme de Stig, c'était magnifique. J'ai pas fait de résumé, je vais remédier à ça. Du coup on suit Martha, une jeune fille qui a eu un accident dans l'arbre de sa grand-mère. Elle est tombée en fait tout simplement et du coup elle est devenue aveugle d'un œil. Donc elle est borgne, je sais pas trop si c'est comme ça qu'on dit, mais du coup elle a plus qu'un œil. Et en fait ça lui a dévoilé des pouvoirs magiques. C'est-à-dire que par exemple si elle touche vos vêtements, donc si elle touche mon pull et que ce jour-là je suis en colère, eh bien elle va sentir toute la colère, elle va connaître les événements qui m'ont mise en colère, tout ce que j'ai ressenti, etc. Et en fait, elle va tout pouvoir décrypter par le toucher des vêtements. Enfin voilà, il y a beaucoup d'éléments que Martha peut découvrir. Suite à cet accident, elle est retournée à Londres et elle a continué sa vie. Sauf que évidemment, ça a beaucoup changé parce que quand on est un petit peu différent, les gens bizarrement, ils nous regardent. Quand on n'est pas différent, alors là on est inaperçu, mais dès qu'on a quelque chose de différent, on nous voit de partout. Donc bref, et du coup Martha décide de retourner en Norvège pour retrouver sa grand-mère. Sauf qu'en arrivant, elle n'est pas là. Il y a quelque chose, elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais du coup, sa grand-mère n'est pas là et elle va découvrir un garçon qui est dans la maison de sa grand-mère. Donc c'est l'île de... je sais pas le dire, je suis désolée. C'est Skubsbne. Oh, c'est affreux. Donc vraiment, je n'ai aucune idée de comment cela se prononce, mais c'est une île de Norvège. Et donc, c'est là où il y a le fameux arbre dans la résidence de sa grand-mère. Et elle va découvrir qu'il y a tout un passé mythologique derrière tout ça, et que ces pouvoirs magiques ne sont pas une coïncidence. Donc voilà, comment vous dire que déjà l'ambiance assez horrifique, assez pesante et prenante m'a vraiment emportée, mais à un point qu'en fait j'ai fait plusieurs nuits blanches pour pas vous le cacher. Je pense que j'ai lu en 2-3 jours et les 2-3 jours là j'ai fait des nuits blanches. Comment vous dire qu'en plus à ce moment-là j'étais dans ma maison de famille et du coup je suis sous la charpente et du coup le bois ou les tuiles ou même les arbres, tout bouge en fait, ça fait du vent, etc. L'hiver c'est encore pire et d'ailleurs ça se passe en hiver et il y avait beaucoup de choses qu'on fait que du coup j'ai été terrifiée et du coup j'ai vraiment vécu le bouquin de fond en comble. C'était juste vraiment, je dirais pas magique, mais c'était prenant et pesant. C'est donc une duologie. Et vous voyez où je veux en venir ? Eh bien, j'ai lu le tome 2 très récemment puisque je l'ai terminé le 23... je l'ai commencé le 23 décembre, pardon. Je l'ai terminé le 26 décembre parce qu'entre temps il y avait Noël donc j'ai pas lu. Et pareil, 2 nuits blanches, encore une fois. Les 2 jours où je l'ai lu, nuit blanche, je l'ai dévoré. Et cette fois-ci, j'ai décidé de l'annoter. Et vous pouvez voir que... je l'ai beaucoup trop annoté, mais c'était aussi une énorme pépitasse. Ça se passe pas au même endroit, c'est pas du tout sur l'île de Skubsbne. J'y arriverai pas. Vraiment, j'arriverai pas à vous parler en norvégien, tout simplement. Mais du coup, ça se passe dans un cirque. Et là, la mythologie nordique est encore plus présente. On passe encore à un autre stade, puisque on va découvrir Loki et Odin dans le cirque, en fait, qui s'intitule Le Chaos des Dieux. Et il retrace, justement, tous les mythes sous forme de spectacle. Et Martha va devoir élucider un mystère, donc le mystère Nina, si vous voulez, c'est un peu comme ça que je l'appelle, qui est apparu à la fin du tome 1. Donc voilà, c'est une duologie que j'ai terminée. J'ai enfin commencé et terminé une saga dans la même année, donc je suis plutôt fière de moi pour le coup. Le tome 2, je pense qu'il était encore mieux. Je sais pas, j'adore l'ambiance du cirque, un peu à la Caravale, mais encore différent, plus mythologie nordique, mais énorme pépitasse. Donc vraiment, je peux que vous les recommander. Faites juste attention, c'est quand même assez horrifique, il y a quand même des choses qui sont assez pesantes comme je vous le disais et qui sont assez terrifiantes parce que certes je suis sensible mais de là à en faire des nuits blanches à ne plus pouvoir dormir sans lumière, je peux pas vous le cacher que c'est un petit peu chaud quand même, donc je vous les recommande mais soyez quand même avertis dans quoi vous vous lancez. Et bien sûr si vous voulez plus de renseignements par rapport à tout ça, n'hésitez pas à venir en message du coup, soit dans les commentaires, soit en message privé sur Instagram pour que je vous donne un petit peu plus précisément les choses qui pourraient vous faire peur parce que je peux comprendre que c'est un peu terrifiant. Moi même si j'avais su que ça serait si terrifiant, je sais pas si je me serais lancée là-dedans, mais je ne regrette tellement pas parce que du coup là en fait c'est du coup clairement les deux tomes sont dans mon top 10, donc comment vous dire que c'est une excellente lecture pour moi et même 2 excellentes lectures. Fin février, j'ai eu mon 3e coup de cœur de l'année, parce que du coup là je vous en ai présenté 3, mais dont un qui était en fin d'année, et là du coup c'est mon 3e
réel coup de cœur du coup de l'année 2022, ce que j'ai dit 2023, décidément ça ne va plus à la tête. Il s'agit du coup de En équilibre de Morgane Moncomble, édité chez Hugo dans la collection New Way. Et Pépitas, encore une fois, je l'ai un petit peu annoté comme vous pouvez le voir, et je l'ai littéralement lu en une journée. Très simplement parce que ça s'est lu à une vitesse folle, parce que c'était trop bien. Et du coup, je vais vous faire le résumé. C'est donc particulièrement l'histoire de Lara, une jeune fille qui a une sœur jumelle qui s'appelle Amelia. Celle-ci a été en espèce d'Erasmus, si on veut, du coup en Suède, et en revenant, elle avait un petit peu changé. Si vous voulez, les deux faisaient du cirque depuis toute petite, c'était son duo durant les spectacles, etc., durant les répétitions. Et il faut aussi savoir que du coup Lara est vue comme la grosse des deux, je ne le dis pas parce que je juge, je le dis parce que c'est vraiment écrit dans le résumé, donc voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment dit dans le roman. Et Amelia du coup c'est un peu la fille svelte, etc., donc voilà, un petit peu deux opposés si on veut. Et du coup, vous vous doutez bien que Lara n'a pas du tout confiance en elle par rapport à ça, parce que forcément le regard des autres joue encore une fois dedans, et du coup son pilier c'est vraiment sa sœur jumelle, et elle peut pas vraiment faire ce qu'elle aime sans elle. Sauf que depuis son retour de Suède, Amelia ne veut plus du tout faire de cirque. Et là, Lara s'effondre un peu et en fait, elle sait pas quoi faire parce que elle, c'est sa passion, elle veut en vivre. Et du coup, le fait que sa sœur n'ait pas la même envie, et du coup, c'est compliqué pour elle. Et on va donc évoluer avec Lara, voir tous ces troubles, tous ces tocs, etc. Donc, je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler, mais en fait, ce roman est tellement particulier, tellement bien mené, tellement juste en fait, tout simplement, et je ne saurais comment vous expliquer un petit peu ce que j'ai pu ressentir par ce roman. Je me suis beaucoup reconnue dans certaines choses, beaucoup touchée, c'était très profond, et en fait du coup comme je me suis pas mal reconnue dans le personnage de Lara pour certaines choses, et bien du coup c'est vrai que ça m'a touchée encore plus personnellement, je dirais. Donc voilà, je sais pas comment vous expliquer parce que du coup je peux pas vraiment parler d'univers ou quoi, mais tout le domaine un petit peu du cirque, oui c'est vrai que ça parle encore une fois de cirque. Décidément j'aime vraiment beaucoup quand il y a des cirques, je sais pas ce qui se passe, alors que dans la vraie vie je vais pas vous le cacher que je dirais pas que ça me fait peur parce que j'y ai été plusieurs fois. Mais bon, voilà, j'ai un petit peu peur, on va dire. Et en plus, j'ai encore acheté un livre sur le cirque, mais décidément, il y a un truc avec le cirque. Mais voilà, du coup, tout ça pour dire que, en fait, tout ce qui a pu se passer autour du cirque, parce que c'est un peu l'objet central, c'est un peu le pilier, si on veut, de l'histoire, plus la romance qu'il y a derrière, mais en fait, qui n'est pas du tout centrale, et qui est là, justement, pour... En fait, qui est un pilier pour Lara, tout simplement, puisque du coup, elle va demander à un garçon de l'aider à faire le spectacle de fin d'année puisqu'Amelia ne veut plus. Et du coup, voilà, il y a pas, en fait, c'est pas une romance typique avec Je t'aime moi non plus ou oui on s'aime et du coup on vit une belle histoire d'amour. Non, c'est vraiment quelque chose de très profond, de très bien mené, de très réel, et du coup c'est pour ça je pense que j'ai autant aimé. Normalement, je me trompe pas dans les mois, et en mars, j'ai eu un nouveau coup de cœur, et pourtant, le début d'année commençait très bien, et après, c'est un peu tombé à l'eau, mais du coup, j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est même le premier auquel j'ai pensé en faisant cette petite palle. C'est Inheritance Games tome 1, écrit par Jennifer Lynn Barnes, c'est édité chez Pocket Jeunesse. Ah, comment vous dire, donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de l'annoter, c'est clairement ma relecture du moment, puisque j'ai d'autres livres en cours, mais c'est vraiment la relecture que je fais à côté, en audio cette fois-ci, mais qui me permet d'annoter quand j'entends des phrases qui me tombent, donc c'est-à-dire un petit peu tous les paragraphes. Donc très clairement, je suis à deux doigts de mettre des post-it sur tout le livre, mais bon, c'est un peu impossible, j'essaye de viser quand même assez juste. Et du coup, comment vous expliquer mon amour pour ce roman? Donc du coup, on suit une jeune fille qui s'appelle Avery Grams, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui vit un petit peu dans sa voiture, qui a une demi-sœur je crois, qui s'occupe d'elle, mais c'est assez compliqué financièrement pour elles deux. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que la vie pour Avery est très compliquée. Sauf qu'un jour, elle va être appelée par un avocat, par une famille, et cette famille, c'est la famille Hawthorne, donc c'est-à-dire une des plus riches familles d'Amérique, parce que je crois que c'est en Amérique. Sauf qu'il va se passer beaucoup de choses. Elle apprend donc qu'elle va toucher un héritage de plusieurs milliards, si je me trompe pas, parce que je crois que c'est même des milliards ou plus encore, d'argent en héritage, à une seule condition, qu'elle vive pendant 1 an dans la maison des Hawthorne, avec du coup les 4 potentiels héritiers qui auraient dû être hérités finalement de leur grand-père.
Et il va se passer beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Elle va donc clairement changer de vie du tout au tout. Elle va quitter l'état où elle était pour aller dans un autre état. Elle va quitter ses amis. Elle va passer en fait de la fille inaperçue qu'on ne voit pas à la fille la plus populaire carrément du monde quasiment, puisqu'en fait elle ne sait pas pourquoi elle touche cet héritage. Et c'est un vrai secret, et même moi dans le tome 1, je suis encore là, je veux savoir pourquoi et tout, mais en fait je ne le sais pas. J'ai d'ailleurs appris un petit peu à mes dépens qu'on ne savait pas dans le tome 2, qui est d'ailleurs dans ma palle, je crois que je l'ai posé sur mon bureau parce que vraiment, une de mes prochaines lectures, parce que j'ai hâte en fait. Donc avant je voudrais quand même finir ma relecture, j'en suis un petit peu plus de la moitié je dirais, ou quasiment. Il me reste tout ça à lire, mais vu que c'est en audio, en vrai ça va quand même assez vite, faut juste que je me mette dedans. Mais comme je vous l'ai dit, je mets des post-it toutes les 2 pages, du coup c'est assez compliqué de faire la vaisselle par exemple en écoutant l'audio. Donc du coup je prends mon temps, mais qu'est-ce que j'aime ma relecture, c'est incroyable. Donc pour vous dire à quel point j'aime ce roman, c'est que je suis en train de le relire pour lire le tome 2. Donc vous voyez un petit peu le degré de love que j'ai pour ce roman. Je pense que ça aurait même été mon top 1 si j'avais fait un top. Donc voilà, les personnages sont fous, j'hésite encore entre Jameson et Grayson, je vais pas vous le cacher, je ne sais pas du tout, donc n'hésitez pas à me dire vous quel team vous êtes dans les commentaires, mais moi je ne sais pas, et je ne sais toujours pas, peut-être que je le découvrirai dans le tome 2, et le tome 3 sort le 2 février normalement, ou le 3, je sais plus, mais vraiment genre 2-3 jours avant mon anniversaire, et je suis en mode mais c'est trop bien. Donc en fait en janvier je dois absolument, donc je finis celui-ci, je lis le tome 2 et après j'enchaîne avec le tome 3, je vais pas vous le cacher. D'ailleurs je l'ai demandé à mon anniversaire du coup, parce que vu que c'est à 2-3 jours je peux quand même, je pense, tenir. Comment vous dire, je suis amoureuse de ce roman, il y a quelque chose qui m'a énormément attirée, j'ai énormément aimé le côté enquête, le côté mystère, le côté des clés, etc. J'ai aussi un problème avec les maisons magiques et les clés, enfin c'est pas vraiment une maison magique, mais elle est pleine de mystères et du coup c'est un petit peu le même système si on veut, et ça m'a quand même beaucoup fait penser à Lock and Key, donc la série sur Netflix, je sais pas si vous connaissez, mais très sincèrement j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette série. J'ai toujours pas vu la dernière saison, j'ai envie de dire que c'est à cause de ma famille, mais bon pas vraiment, c'est juste que je les attendais et du coup en fait je crois que je la verrai pas avec eux, mais du coup je pense que je vais tout re-regarder d'un coup, donc je vais voir quand je le ferai. Mais ça me fait tellement penser à ça, donc voilà, un amour pour ces 2 histoires. Et donc celui-ci je peux vraiment que vous le conseiller si vous aimez un petit peu le contemporain, un petit peu de mystère mais sans être thriller ou quoi. C'est vraiment pour moi le mélange parfait de mystère et d'enquête. Voilà, je n'en dis pas plus, mais vraiment je peux que vous recommander. De toute façon c'est une de mes relectures, donc voilà, vous savez à quel point je l'aime pour le lire 2 fois dans la même année. C'est que vraiment, il y a un truc avec ce roman. Pour le coup, je ne sais plus du tout si c'est en avril ou en mai, mais j'ai eu 2 coups de cœur sur la même période à peu près. Je crois même que c'est les lectures qui se sont suivies l'une après l'autre. Donc du coup, le premier c'est Gardien des Cités Perdues, le tome 5, écrit par Shannon Messenger et édité chez Lumen. Déjà, et c'est étonnant que ce soit un Gardien des Cités Perdues qui soit dans mon top 10. Je devrais même pas le mettre parce que en soi, il a une catégorie encore à part. Mais bon, j'avais même pas assez au début de romans dans mon top 10, avant de me rendre compte que j'en avais oublié quand même. Mais j'ai pas eu beaucoup de coups de cœur cette année, mais bon, celui-ci, j'avais pas le choix. Ah, les Gardiens des Cités Perdues, ma saga de voodoo de tous les temps. Vraiment, c'est un peu mon Harry Potter à moi, même si j'ai aussi une attache très particulière au Harry Potter. C'est toute mon enfance, très clairement, mais cette saga aussi, puisque je l'ai commencé, j'étais même pas en CM2, je l'ai repris entre temps et du coup j'ai évolué, j'ai grandi avec eux et j'avance doucement dans la saga parce qu'à chaque tome je finis très clairement mais en pleurs, en larmes, tout ce que vous voulez. Je suis détruite émotionnellement, il me faut souvent plus d'1 an pour m'en remettre, donc c'est pour vous dire à quel point je suis attachée à cette saga. C'est vraiment, il y a quelque chose entre cette saga et moi, je sais pas, c'est un peu comme Inheritance Games, mais c'est encore différent. Côté résumé, je vais faire très très court. On suit Sophie Foster, une jeune fille qui était dans le monde des humains et qui va apprendre du jour au lendemain qu'elle est une elfe. Et du coup, elle va devoir quitter sa famille humaine pour justement partir chez les elfes et découvrir tout un monde et de nouvelles personnes, ses nouveaux amis, une nouvelle école, etc. Et surtout, ses pouvoirs magiques. Voilà, je ne dirai pas plus, mais grosse pépitasse, vraiment, c'est quelque chose. Je peux que vous conseiller de la lire. Je sais que beaucoup trouvent que ça s'essouffle beaucoup au fil des tomes, mais personnellement, puisque je les lis vraiment
doucement et à mon rythme, et bien du coup je trouve pas du tout que ça s'essouffle et j'aime toujours autant, et j'espère que ça durera encore jusqu'au 9e tome, puisque bah en fait il est juste là, donc vous le voyez, mais il est par là, je sais pas si on voit ma main, mais bon voilà, il est tout loin là-bas. Et du coup, j'aime toujours autant, vraiment, c'est un amour, mais vraiment, je suis amoureuse de cette saga, et j'ai encore du mal aussi avec Team Kiff ou Team Fitz. Je pencherais peut-être plus pour Team Kiff. Ah, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, parce que ça m'intéresse de savoir qui est Team qui, du coup. Mais je me suis un petit peu fait spoiler pour une bonne raison, j'ai envie de dire, le chapitre 42 du tome 9, donc celui que je vous montrais tout à l'heure. Waouh, j'ai tellement hâte du coup de continuer d'arriver à ce chapitre, ce fameux chapitre. Donc voilà, je vais pas épiloguer plus longtemps pour celui-ci, parce que vous savez l'amour que je porte à cette saga. Donc je vais pas vous embêter plus avec celle-là, même si vous devez la lire. Vous devez impérativement la lire, et c'est non négociable, d'accord? Du coup, la lecture qui a suivi Gardien de Cité Perdue, tome 5, c'était Anne de Green Gables, donc le premier tome de toute la saga de Anne, écrit par Lucy Maud Montgomery, édité dans la fabuleuse, devrais-je dire, édition de Monsieur Toussaint Louverture. Et encore, le premier tome est loin d'être le plus beau. C'est pour vous dire à quel point ils sont beaux. En plus, ils sont au toc-toc. Et ils coûtent 16,50 €, donc c'est vraiment la meilleure affaire du siècle. Vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas vous les procurer. Du coup, dans cette histoire, on suit Anne, une jeune fille, une jeune rouquine, qui vivait dans un orphelinat. Un jour, Marilla et Matthew Cuthbert, donc un frère et une sœur, veulent adopter un garçon pour les aider dans la maison et surtout au champ. Parce que Matthew commence à être un petit peu vieux et du coup, ils ont un petit peu besoin de main d'œuvre. Sauf que, arrivé là, il y a eu un petit quiproquo, et du coup c'est Anne qui va être adoptée par ce frère et cette sœur, donc cela va un petit peu contrecarrer leur plan. Malgré tout ça, ils vont finir par la garder, et du coup une longue et périlleuse aventure va les attendre auprès de Anne, puisqu'elle n'a pas vraiment la langue dans sa poche. Elle est très fougueuse, elle est très aventureuse, elle est très imaginative. Enfin, en fait, j'ai beaucoup d'adjectifs qui me viennent en tête pour désigner Anne, mais je pense que rêveuse et imaginative sont vraiment les plus appropriés. Et du coup, vous allez le voir, j'ai encore une fois beaucoup à noter ma lecture. Je le fais pas très souvent, mais je le fais pour certains romans. Et donc en fait, par exemple, Rose, c'est tout ce qui est contemplatif. Et je trouve que en plus d'être une histoire fabuleuse, ces romans sont vraiment très contemplatifs et nous font aussi ressentir énormément d'émotions, à tel point que après celui-ci, j'étais en larmes encore une fois. Je pleurais même quand c'était positif. Enfin, comment vous dire que waouh, j'étais hyper touchée par cette histoire. Je m'en remets seulement maintenant, et donc faut vraiment que j'attaque le tome 2 très bientôt. Mais comment vous dire que c'est compliqué de les lire tellement ils sont bien, ils sont prenants, ils sont incroyables, tout simplement. Je ne saurais comment épiloguer dessus, mais vraiment c'est aussi une saga qui va me marquer à vie, je pense, un peu comme Les Gardiens de Cité Perdue, mais cette fois-ci plus dans ma vie de jeune adulte. Mais waouh, en fait j'ai pris une énorme claque par rapport à celui-ci, et je saurais pas comment vous expliquer, mais Anne est vraiment un personnage hyper touchant et avec lequel on a vraiment l'impression d'évoluer, et du coup c'est vrai que ça fait tellement plaisir de la voir grandir, de la voir évoluer, de la voir imaginer tout ça et de se dire mais elle est complètement folle, qu'est-ce qu'elle va nous trouver encore, qu'est-ce qu'elle fait encore, et de voir un petit peu les répercussions que ça peut avoir. Enfin, c'est tellement drôle, tellement beau, tellement tout. Comment vous expliquer que j'aime juste le personnage d'Anne et son histoire, et qu'il perd aussi, on va pas se le cacher. Ensuite, je ne sais encore une fois pas du tout quand est-ce que c'était, mais je pense que c'était autour du mois de juin à peu près. J'ai eu encore un gros coup de cœur pour la fameuse Alice Oseman dans Loveless, et du coup édité chez Hachette Romans. Il y a vraiment quelque chose que j'aime énormément dans les romans de Alice Oseman, et encore une fois celui-ci m'a beaucoup touchée. C'est aussi pour ça qu'ils sont tous dans mon top 10 très clairement. J'ai vraiment l'impression de vous dire c'est un coup de cœur. C'est un peu le but de la vidéo, ne nous le cachons pas. De cette histoire, on va suivre Georgia, une jeune fille qui est un petit peu différente de tout le monde, qui se sent pas vraiment à sa place et qui n'a pas les mêmes sentiments et émotions que tout le monde. En fait, elle va apprendre au fur et à mesure à se connaître, et elle va découvrir qu'elle est asexuelle et aromantique. Donc déjà, premier point, c'est un thème qu'on ne retrouve jamais, j'ai l'impression, dans les romans young adult. Et donc vraiment, c'est la première fois que je le retrouve du coup dans cette catégorie de romans, et j'ai été hyper intriguée et hyper emballée d'en apprendre plus sur tout simplement la communauté LGBT, et du coup ça m'a vraiment beaucoup touchée de découvrir l'histoire de Georgia qui se découvre, qui
qui finalement voit qu'elle est différente, mais qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est tellement différente et en quoi c'est dérangeant, parce que tous ses amis autour d'elle tombent amoureux, ont des relations, et du coup forcément elle est un petit peu à part de tout ça et elle ne comprend pas beaucoup, et du coup ce roman est vraiment une recherche de Georgia, de sa sexualité et de ses sentiments, et c'est vraiment très touchant, très prenant, et il est vraiment très rapide à lire. Et en vrai, quand j'y pense, j'ai même envie de le relire aussi. Je suis une personne très nostalgique, ça je me rends compte de plus en plus. Mais ce roman m'a vraiment beaucoup touchée par ses thèmes abordés, et pourtant je ne suis ni asexuelle, ni aromantique, ni même concernée par la communauté LGBT, mais ça ne m'empêche pas d'avoir été énormément touchée, de mieux comprendre finalement pourquoi certaines personnes peuvent beaucoup s'identifier, que ça existe aussi, parce que je vais pas vous le cacher que avant ce roman, moi je n'avais aucune idée que ça existait, enfin je n'étais pas au courant, parce qu'on n'en parle pas tout simplement. Après je dis pas que faut en parler tout le temps et vraiment parler que de ça, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut devenir lassant, parce qu'on en a de plus en plus dans la littérature, ce qui est très bien. Mais c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que c'est un peu du surplus, comme par exemple dans le tome 3 ou 4 de Heartstopper de Alice Oseman, toujours. Et j'ai l'impression que c'était toujours plus. Et du coup, bon, il faut quand même pouvoir doser. Mais en attendant, je trouve ça vraiment extrêmement bien que cette communauté, et donc pas que les homosexuels, soient représentés. Enfin, vraiment, j'ai aimé que un petit peu tout le monde soit représenté dans ce roman. Et du coup, gros coup de cœur. Enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas non plus que ça. Le personnage de Georgia est très touchant, et le fait qu'elle se découvre a aussi quelque chose de pas de prenant, mais c'est en fait ouais, c'est touchant. En fait, tout le roman est touchant, et je pense qu'il y a que ce mot-là qui me vient en tête, parce que c'est le mot juste pour décrire du coup ce roman. Quelque chose aussi que j'aime vraiment beaucoup dans les romans d'Alice Oseman, c'est qu'à la fin, il y a toujours des petites ressources pour soi-même faire des recherches, ou des numéros à appeler en cas de problème psychologique par exemple, ou si on a besoin de parler, ou même physique. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'informations aussi à la fin des romans, donc là il y a 2 sources que je n'ai pas pris le temps d'aller voir. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant que je me plonge un petit peu dans ces recherches, que je découvre un petit peu des avis, des témoignages, parce que voilà, faut juste s'informer. Je dis pas qu'il faut en faire une généralité, faut en parler tout le temps, mais c'est bien de s'informer, de savoir que ça existe, et du coup, tout simplement, de faire attention quand on a des personnes concernées par ce cas. Donc, encore une fois, si vous aimez tout ce qui est contemporain, mais foncez, c'est une pépitasse de pépitas. Et j'en profite pour vous faire une petite propagande de Heartstopper. Je n'ai lu aucun tome cette année, sinon bien sûr qu'ils auraient été dans mon top 10. Mais j'ai trop hâte d'avoir le tome 5. Mais j'ai peur parce que c'est le dernier. Et d'ailleurs la série de Heartstopper, en fait je change un peu de sujet, mais la série de Heartstopper qui est sortie au mois de juillet, je sais plus du tout, juin peut-être, oh là là, je n'ai aucune idée des dates. Mais gros coup de cœur pour la série que j'ai revisionnée mais peut-être 3-4 fois cette année déjà, alors que ça fait pas très longtemps qu'elle est sortie. Et je la reverrai encore une fois très souvent. Et j'ai d'ailleurs fait une petite vidéo si ça vous intéresse, qui doit être par ici. Donc je vous laisserai aller voir tout ça si jamais ça vous intéresse. Je viens de toucher un réglage, donc je sais pas si c'est beaucoup mieux niveau qualité. Mais je sais pas quoi faire du coup avec cette lumière, donc je suis vraiment désolée. Bon bref, c'est pas du tout l'objet de la vidéo. Je vais vous parler d'un roman que je suis pas du tout sûre de vous avoir chroniqué sur YouTube, que je devais, parce que j'avais clairement fait un vlog quasiment entièrement dédié à ce roman. C'était mon vlog du Covid du mois de juillet, donc c'était pas très joyeux encore une fois. J'avoue qu'avoir le Covid 2 fois en 6 mois, c'est quand même assez fort, hein, très clairement. Mais du coup, vous ne l'avez jamais eu, tout ça parce que j'ai eu des problèmes d'ordinateur, et que ça a duré plus d'1 mois, et du coup, arrivé quasiment début septembre, je me suis dit, ça sert à rien, très clairement. Je l'ai eu début juillet, donc à quoi ça sert, très clairement, que je vous poste mon vlog de juillet au mois de septembre, alors que j'ai posté plein de vidéos entre temps. Donc je sais pas pourquoi cette vidéo-ci a eu des problèmes particuliers, j'ai fait plein de retouches pour essayer que ça fonctionne, mais là on est au mois de janvier, donc je vais pas vous le cacher que ça sert un petit peu à rien que je vous le présente. Donc bref, en tout cas voilà, c'était du coup normalement une vidéo assez dédiée à ce roman, mais il y en a quand même une qui est plus ou moins concernée, et d'ailleurs il y avait une petite surprise dans cette vidéo que je vous laisse aller checker par ici si jamais ça vous intéresse, parce que très clairement c'était une des vidéos que j'ai préféré limite faire juste pour ce petit extrait. J'étais tellement subjuguée de moi-même ce que j'ai pu faire, parce que bref, je vous en dis pas plus, mais vraiment allez voir, il y a un message dans ce vlog, enfin mini vlog devrais-je dire.
Allez voir, c'est tout ce que je voudrais vous dire. Il s'agit donc de Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Neil Gorman et Maria Lino, édité chez Albin Michel. Alors pourquoi je ne l'ai pas annoté? Vous allez vous demander pourquoi alors que je voue un amour à ce roman comme Le jour où le soleil... Non, comme La nuit, pardon. Où le soleil... Non. Ah, toujours pas. Ou La nuit où les étoiles se sont éteintes. Je vais y arriver. Ou encore La nuit où les étoiles se sont éteintes. J'inverse toujours les noms décidément. Vous allez vous demander pourquoi je les ai pas annotés. Eh bien tout simplement parce qu'il faudrait annoter tout le roman. Enfin, je suis à deux doigts de surligner toutes les lignes, toutes les phrases, tous les mots. Tellement ils sont incroyables. C'est encore une fois, dès que ça touche à mes émotions, et bien voilà, ça y est, c'est parti, c'est mon top 10, parce qu'encore une fois, j'ai été énormément touchée. Parce qu'encore une fois, je trouve que Nate est le personnage le plus touchant de tout le groupe, même si le sujet abordé a été légèrement moins touchant pour ma part que La nuit où les étoiles se sont éteintes, car ce que Finn a vécu, je l'ai vécu aussi, pas dans les mêmes circonstances, absolument pas, parce que il y avait pas d'histoire de prison, mais j'ai ressenti les mêmes émotions, enfin pas tout à fait, mais enfin c'est compliqué à expliquer, mais du coup je compatissais en fait beaucoup plus avec Finn qu'avec Nate, même si c'est vrai que ça m'a aussi énormément touchée, ça m'a beaucoup chamboulée. Et du coup, en fait, je sais pas comment vous décrire cette histoire, tout simplement. Donc, on suit du coup toute l'histoire de La nuit où les étoiles sont éteintes sous le point de vue de Nate, donc Nate Adams, donc Nathaniel Adams, qui va perdre son grand-père et qui est homosexuel. La vie est très compliquée pour lui sur beaucoup de points, que ce soit par rapport à son père, son grand-père, son homosexualité ou encore tout simplement sa vie qu'il imagine parce qu'il souhaite devenir artiste. Donc pour son père, ça fait beaucoup. Donc c'est vrai qu'il a une relation assez conflictuelle avec lui et du coup on va découvrir un petit peu tout ça au fil du roman tout simplement. Une pure merveille, un pur chaos, ça vous embarque dans tous les sens, très clairement ça vous brise le cœur, ça vous détruit, mais qu'est-ce que c'est bien. Très clairement, je crois que cette année, mais vraiment c'est que mes émotions qui ont joué et du coup je suis faible, très clairement, mais voilà, c'est vraiment le mot pour ce roman, c'est émotion, sentiment, être touché, enfin voilà, il y a tellement de choses que je pourrais dire sur celui-ci. Clémence aussi, donc de Orphea, sur Instagram, vous aussi un amour pour ces romans indescriptibles, très clairement. Et depuis ma lecture de ces deux romans, le mot dare ou oser est clairement devenu un petit peu comme mon mantra dans la vie, puisque je trouve que c'est tellement vrai, c'est tellement waouh. Et en plus, du coup, Neil Gorman et Maria Lino ont réellement su toucher leurs lecteurs de par leurs romans, mais aussi par toute l'histoire qu'il y a autour de celui-ci, puisqu'elles nous ont montré des images de là où a été inspirée par exemple la maison de Finn, la maison de Nate, le café, le jardin, le machin, enfin bref, il y a tellement de choses, et en fait il y a eu tout un monde autour de ce roman en plus que dans le roman, et du coup je trouve que c'est encore plus touchant et encore plus immergent pour le lecteur, et du coup voilà, j'ai un amour pour ces romans qui me font pleurer toutes les larmes de mon corps, encore une fois, qui me surprennent encore une fois à chaque fois, et j'ai extrêmement hâte de lire le 3e tome, Compagnon. Et enfin, le dernier livre du coup de cette petite palle, c'est celui-ci que j'ai lu au mois d'août, donc Amy vs Oliver, écrit par Vicky Skinner et édité chez Pocket Jeunesse. Eh bien oui, mon dernier coup de cœur du coup date de décembre, certes, mais mon avant-dernier coup de cœur du coup, mon 9e on va dire de l'année, c'était au mois d'août, donc j'ai clairement pas eu beaucoup de coups de cœur dans l'année. Celui-ci, c'est un semi-coup de cœur. En fait, je suis assez partagée parce que un jour c'est un coup de cœur et le lendemain, ce n'est pas vraiment un. Donc je sais pas comment vous expliquer ça. Du coup, on suit Amy, une jeune fille qui déjà a le même prénom que moi, donc excellent choix. Non mais je rigole, mais du coup c'est vrai que c'est ce qui m'a aussi beaucoup influencé dans ma lecture de celui-ci, qui se dévore mais à une vitesse phénoménale. Et du coup, pour en revenir à l'histoire, Amy est une jeune fille qui est première de sa classe, qui rêve de faire les grandes études dans la plus prestigieuse des universités, mais un jour son beau-père va perdre son travail. Et du coup, Amy va être amenée à devoir trouver un boulot, et elle va en trouver un chez Spirit, donc un magasin de musique, donc plus précisément de vinyle, de CD, de DVD, etc. Et elle va rencontrer quelqu'un, donc Oliver,
un jeune homme qui lui aussi est passionné de musique, mais par contre c'est un assez gros cancre à l'école. Il n'aime pas du tout ça, il veut pas faire d'études. Tout ce qu'il veut c'est travailler chez Spirits et ouvrir sa propre boutique de vinyle, de CD. Ils vont donc être amenés à se rencontrer dans ce fameux magasin. Leur amour de la musique va les emporter et malgré tous les événements qu'ils vont connaître ou qu'ils ont connus dans la vie, eh bien ils vont se rapprocher, une petite histoire d'amour va les lier. Et du coup je ne vous en dis pas plus parce que c'est trop bien, très clairement, c'est trop bien, j'ai adoré très clairement. Donc encore une fois là c'est mon jour où je suis en mode c'est un énorme coup de cœur, mais peut-être que demain ce sera bon, c'est un coup de cœur mais un semi-coup de cœur. Je ne sais pas vraiment comment vous décrire ce roman. C'est très compliqué, vraiment c'est très compliqué. Mais je pense que grâce à ce roman, j'ai un peu repris plutôt le goût à la musique, puisque suite à un événement il y a bientôt 3 ans, bah du coup j'étais plus vraiment branchée musique. C'est vrai que j'avais déjà pas un amour exceptionnel pour la musique, mais ça me l'a totalement fait perdre. Enfin du coup aucun lien pourtant, mais j'avais plus envie d'écouter de la musique, ça me tentait pas. Et depuis que j'ai lu ce roman, j'écoute la playlist assez régulièrement parce que je la trouve assez prenante, ambiançante. Je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Et j'aime vraiment bien du coup les musiques qu'il y a dans ce roman. Et du coup, leur histoire m'a aussi un petit peu fait reprendre goût à la musique, je pense. Donc voilà, c'est un énorme point positif par rapport à ça. Et en plus, la romance est tout simplement adorable parce que c'est pas vraiment une romance ah je t'aime, ah oui, du coup on va vivre notre histoire d'amour. Non, c'est vraiment très... ça se fait vraiment au fil des pages et je dirais pas que c'est un slow burn non plus parce que c'est un one shot donc c'est pas non plus totalement un slow burn, mais c'est vrai que la romance prend son temps, c'est pas je t'aime moi non plus et je t'aime et waouh tout est beau tout est rose, c'est vraiment assez particulier. C'est, je sais pas, après je lis jamais de romance donc je peux pas vous donner d'exemple, mais c'est doux, c'est frais, c'est mignon et leur amour de la musique va très vite les lier. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour celui-ci, mais vraiment je vous invite encore une fois à le lire parce que il est trop bien. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, ça fait déjà pas mal de bouquins, ça fait déjà pas mal de temps qu'on passe ensemble, donc j'espère que ça vous aura plu de découvrir mes plus grosses pépites de 2022. Ils ont pas été très nombreuses parce que, comme je vous l'ai dit de base, je savais même pas quoi mettre dedans. C'est vraiment en regardant ma liste que j'ai fait bon, il y a celui-là. Et chaque mois, je me fais un petit peu un espèce de reading tracker, je sais pas comment on peut appeler ça, où en gros je mets le livre du mois. Donc je m'étais fait une petite bibliothèque avec le livre du mois, machin. Et du coup, même sur les 12, c'est vrai que c'était assez compliqué. En plus, j'ai dû lire beaucoup de livres de cours, que ce soit de la période de janvier à juin ou de septembre à décembre. Et du coup, c'est vrai que ça fait quand même pas beaucoup de temps finalement pour lire d'autres romans qui me plaisent, même si souvent mes lectures de cours ont été mises de côté et j'ai lu justement des romans plaisir, si je peux dire très clairement. Mais du coup, c'est vrai que surtout de septembre en fait à décembre, j'ai pas beaucoup lu personnellement et c'est un petit peu aussi pour ça je pense que j'ai pas eu beaucoup de coups de cœur. Après, j'ai lu aussi pas mal de romances de Noël sur la fin d'année et du coup, je peux pas dire que c'était coups de cœur parce que même si j'adore les romances de Noël, même si je leur mets peut-être quelquefois des 4,5 ou des 5 sur 5, bah c'est pas non plus des coups de cœur intergalactiques parce que ça m'a pas forcément touché de la même façon que d'autres romans. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais pourtant, je suis une énorme fan de Noël. J'ai toujours mon sapin qui est là-bas, j'ai toujours mes guirlandes un peu partout. Il y a juste celle qui était sur ma bibliothèque que j'ai dû retirer parce qu'elle faisait que tomber. Donc du coup, j'ai dit tant pis, je la mettrai autre part. Mais voilà, du coup pour tout ça, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quelles ont été vos meilleures lectures de 2022? Si vous avez eu beaucoup plus de coups de cœur que moi, si vous en avez eu beaucoup moins, enfin peu importe le nombre très clairement. Je veux juste savoir quel livre vous fait vibrer votre petit cœur. Et du coup, peut-être que je pourrais me dire de les lire un jour, peut-être en 2023, mais j'ai déjà beaucoup de challenges personnels. Ça va être compliqué. Tout le monde veut me rajouter des challenges, mais là, je peux plus là. J'ai plus de temps et en plus j'ai encore beaucoup de livres de cours à lire, mais bon. Chaque chose en son temps. Et du coup, j'espère très sincèrement que ça vous aura plu. Je fais beaucoup de blabla pour rien. Je suis désolée. Mais du coup, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Encore une fois, très belle année 2023. Je vous souhaite vraiment que le meilleur, que vous soyez en bonne santé, bien entouré, que vous aimez ce que vous faites. Et voilà, je pense que c'est tout pour moi. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Surtout, faites de belles lectures d'ici là. Bye!